Spartiate, je suis de retour. Donc bon, j'avais un peu la voix cassée, tout ça. Très fiévreux ces derniers jours. Le chaud, le froid. Ça m'a rendu malade. Donc désolé d'avance. Je vais pas mal tousser. Je retrouve ma voix, tout ça. Mais je pense qu'il est temps de revenir sur une actualité assez importante avec les chiffres d'inflation là. J'ai loupé quelques narratifs, ceux des mêmes coins, quoique j'ai parlé du PP. Mais voilà, il y a eu ce narratif qui est bien passé, qui pourrait revenir. Et le narratif là, surtout après, des BRC20 là, voilà, les ordinaux qui reviennent un peu. Et le token Ordi qui a été listé et qui, voilà, qui a fait saturer le réseau du Bitcoin. On en reparlera de tout ça. J'ai pas pu couvrir tout ça. Et même, voilà, tout ce qui s'est passé là, ces 4-5 derniers jours là. Donc voilà, là ça va un petit peu mieux au niveau de la voix. J'ai encore la voix un peu cassée, mais on va essayer de faire avec. Donc, l'inflation qui ralentit, ça c'est une bonne nouvelle. Donc on a une bonne nouvelle aujourd'hui. Donc là, le taux d'inflation ralentit à 4,9% en avril. Donc c'est moins de prévu. Et c'est une bonne chose. Ça peut alimenter le fait que la Fed annonce un pivot ou un arrêt. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça a alimenté, ça a poussé les actions et les cryptos à la hausse. On va voir un peu plus tard dans la vidéo que le Bitcoin est reparti brutalement à la baisse suite à une vente massive du gouvernement américain qui fait tout pour emmener le Bitcoin au plus bas possible. Mais voilà. Quoi qu'il en soit, on voit que toutes ces hausses de taux de la Fed ont un impact finalement sur l'inflation. Et l'inflation qui commence vraiment à se réduire. Donc, on sent qu'on est à la fin de tout ça. C'est qu'une question de temps avant que les cryptos explosent réellement. Quand on voit en fait ce genre d'actualité-là. Donc, je ne sais pas à combien étaient les estimations. Légèrement inférieur. Ah bon, voilà. On était à... Les prévisions attendaient 5%. On est légèrement en dessous. Donc, tant qu'on est en dessous, c'est une bonne nouvelle. Vous voyez ? Et donc, voilà, on est maintenant dans les 4. 4,9, c'est bon, proche de 5. Mais quand même, on voit du 4. Alors qu'à une période, on était à 8-10% d'inflation. Vous voyez ? Donc, très très bonne nouvelle aujourd'hui. Et vous voyez, on descend bien. Hein. Vous voyez là, cette courbe-là. Vous voyez que la courbe est réellement... Elle a marqué vraiment une chute. Voilà, c'est une pente descendante là. Vous voyez ? Donc, très bien. Peut-être encore quelques temps. Et on reviendra à l'objectif des 2% de la Fed. Donc tout ça, c'est de bonne augure. C'est une très très bonne nouvelle ça. Donc, voilà, l'inflation US s'élève à 4,9% en avril contre 5% en mars. C'est légèrement en dessous du consensus qui est tablé sur du 5%. Mais ça reste dans tous les cas encore trop élevé. Donc voilà, le problème c'est que bon, on est quand même à des niveaux élevés. C'est bien au-delà des 2%. Mais... le marché, quand même, devrait apprécier malgré tout. Donc, voilà. Regardez, là, c'est la courbe de l'inflation, là, au niveau des volumes, là. Et vous voyez que, là, on marque une descente quand même assez prononcée, là. Et le but, c'est de descendre à 2%. Donc là, quand même, on est encore proche de 5. On est quand même encore élevé. Il faut qu'on descende... Et moi, je pense que d'ici 2024, on sera bien descendu là. Donc voilà, par rapport à ça. C'est une bonne nouvelle. Ça descend petit à petit. On aimerait que ça aille plus vite, mais bon. Voilà, ça prend son temps, c'est dur. Mais ça redescend. Donc, petite parenthèse, l'actualité de la journée. Google qui vient de sortir un téléphone assez original, pliable et qui utilise l'intelligence artificielle. Donc voici tout ce que Google vient d'annoncer, un téléphone pliable à 1799 $ et de l'IA dedans dans les recherches. Donc voilà, par rapport à ça, vous voyez des images là, une sorte de smartphone tablette, donc Google Pixel Fold. Donc ça c'était Samsung qui faisait ça. Mais là, Google qui s'est inspiré directement. Donc voilà, une inspiration directement de Samsung. Et apparemment, c'est un bon téléphone hein, qui est pliable, tout ça.
et qui surtout va utiliser l'intelligence artificielle. Et on voit que pour Google, c'est vraiment, on va dire, une priorité, là, l'intelligence artificielle. Donc Google pourrait devenir le grand dominant hein, dans ce secteur-là. Là. Et pour le coup, là, ils prennent une avance même sur Apple, tout ça. Donc c'est pas mal. Maintenant, on va revenir au marché. Ça, c'était une petite actualité. Voilà, on a détourné. Mais l'actualité du jour montre que le Nasdaq qui grimpe et les actions technologiques augmentent après un rapport sur l'inflation plus froid que prévu. Donc, vous voyez que les marchés américains ont bien réagi par rapport à la baisse de l'inflation, là, à 4,9%. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, c'est ce qu'on attendait. Donc, voilà. Hein. Maintenant, on espère que ça va continuer comme ça, puisqu'on n'est plus très loin hein, maintenant d'un pivot de la Fed. Donc, on attend encore des bonnes nouvelles dans ce sens-là. Et par contre, aux États-Unis, voilà, on est toujours sur une crainte d'une forte récession ou d'une capitulation, enfin des marchés qui imploseraient avec des taux toujours très élevés quand même. Hein, on est à plus de 5% de taux. Ça met les banques en fait en PLS, en faillite. Et là, la confiance est vraiment très basse hein, envers les États-Unis. Et là, on a voilà, les dirigeants émiratis d'Abu Dhabi, de Dubaï, enfin des Émirats, qui voilà, ont vendu des milliards de dollars à découvert d'actions américaines. Vous voyez, craignant une récession. Donc, voilà. Voilà, toutes les actions américaines, voilà, les gouvernements n'en veulent plus. Tout ce qui est actif américain, les États s'en débarrassent. Donc en plus, comme on est dans un processus en ce moment de dédollarisation du dollar, là, de la monnaie, là, les États sont en train de se dédollariser, sont en train de se priver du dollar, en train d'arrêter d'utiliser du dollar. On dirait que la fin du dollar approche de plus en plus. Et donc la fin de la puissance, la grande puissance américaine. Ça, on verra ça. On verra si ça se passera. Mais en tout cas, c'est bien embarqué. Et de plus en plus, le yuan chinois, là, la Chine, devient l'alternative à tout ça. Donc il semblerait que c'est la Chine qui va bientôt prendre la place des États-Unis plus tard. En tant que puissance leader du monde, en tout cas. Donc, voilà, Abu Dhabi a shorté des milliards de dollars voilà, d'actions américaines. Article de Bloomberg. On va pas s'étendre là-dessus. Et même déjà les États-Unis qui commencent à perdre leur statut par rapport à la devise du dollar, même par rapport aux cryptos, ils prennent beaucoup de retard. Et là, même les entreprises américaines comme Coinbase, voilà, sont prêts pour faire leur bagage, on va dire, des États-Unis, sont prêts à aller plutôt à l'international, faire leurs affaires, plutôt qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, on cherche plus à mettre des bâtons dans les roues dans les cryptos, là, plutôt que de soutenir. La réglementation, là-bas, c'est très flou. Donc, en attendant, vous voyez Brian Armstrong, hein, qui est un Américain, là. On dirait Hitman, le mec, là, à gauche. Bah, Brian Armstrong, le PDG de Coinbase, fait ses affaires à Dubaï ou dans les Émirats, tout ça. Parce que les Émirats, Dubaï, tout ça, c'est déjà un gros hub crypto. Hein. C'est déjà voilà, une des grosses places de la cryptographie. Et eux, ils sont friands et ils adorent ça. C'est une ville très moderne, très futuriste. Et ils veulent justement intégrer vite, rapidement les crypto-monnaies et être les pionniers dans le métavers et tout ça de demain là. Et donc voilà, hein. Brian Armstrong qui dit ici, grande rencontre avec le docteur Thani bin Ahmed Al-Zeoudi, donc ministre d'État des Émirats Arabes Unis pour le commerce extérieur. Voilà, très impressionnant ce qu'ils font sur le libre-échange dans la région et l'établissement des Émirats Arabes Unis en tant que centre financier. Donc là, je pense qu'il a atterri au bon endroit, hein, Brian Armstrong, là. Je pense qu'il est au bon endroit pour développer voilà, la cryptographie, tout ça. Et vous voyez que voilà, son tour l'a amené à avoir plusieurs responsables. Un plaisir de rencontrer son excellence, le docteur Mariam Al-Souaidi, PDG de SCK, et son excellence Ahmed Jassim Al-Zabi, président de l'ALTGM. Vous voyez. Donc voilà, un message de bienvenue. Nous réglementons par l'engagement
par l'application. Vous voyez? Donc ça réglemente la cryptographie. Voilà, les Émirats sont très ouverts par rapport à tout ça. Et donc voilà, hein, ça va se faire. En tout cas là-bas, ça va se faire. Maintenant, on verra si les États-Unis, eux, vont réussir à suivre. Mais en tout cas, ils prennent beaucoup de retard. Et c'est très dangereux pour eux. Hein. Sachant qu'ils perdent leur statut de puissance par les devises, là, avec le dollar. Il ferait mieux de maintenir peut-être un cap envers les cryptos. Mais bon, c'est pas ce qu'ils font en tout cas en ce moment. Donc en tout cas, Coinbase, le message de Coinbase, nous sommes fiers de voir d'autres organisations de cryptographie se tenir aux côtés de Coinbase pour plaider en faveur d'une bonne politique de cryptographie afin de mettre à jour le système financier. Nous vous voyons et vous apprécions. Restons ensemble avec la crypto. Voilà hein, le message de Coinbase. Voilà un Coinbase qui essaye hein, de réglementer, d'adopter d'amener l'adoption sur les cryptos. Et force à eux en tout cas. On est avec eux. Le gouvernement américain vient de vendre. Et donc c'est là la grosse info. Donc ça, on va revenir sur ça après. On va revenir sur ça après. On va d'abord parler du reste des actualités. Juste avant, là, par rapport aux cryptos, tout ça. On a l'État de New York qui présente un projet de loi pour accepter les stablecoins comme des modes de paiement de la caution. Donc voilà, stablecoin, c'est des cryptos. C'est des cryptos qui répliquent les cours des devises. Et voilà, le gouvernement, en tout cas l'État de New York veut adopter les stablecoins. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Peut-être que, attention, hein, ce seront les stablecoins qui seront les devises de demain. Avec quoi on paiera. Plutôt que le Bitcoin même. Voilà, les stablecoins peuvent être la prochaine monnaie. Maintenant, peut-être qu'on cherche plutôt un stablecoin décentralisé. Puisque Bitcoin, quand même, c'est plus considéré... Bon, c'est un moyen de transaction. Mais plus tard, valeur de refuge. Valeur refuge. Donc, il se pourrait que le monde ne commerce finalement pas avec le Bitcoin. Peut-être dans la première ère de la blockchain, tout ça. Comme à l'époque, avant qu'on paye en devise, en fiat, on payait d'abord, on commerçait avec l'or et tout ça. Mais on a vu que bon, l'or, voilà, on ne peut pas en faire des billets ou des monnaies, voilà, très compliquées. Donc, bon, les stablecoins sont backés par des devises. Donc, peut-être que les stablecoins du futur seront backés sur les CBDC, sur les monnaies numériques. On va voir comment on va utiliser les stablecoins. Mais je pense que les stablecoins auront toute leur place hein, dans le futur. Ils seront toujours là pour faire la passerelle entre le monde réel et la blockchain. Donc pour moi, les stablecoins seront importants. Après, aujourd'hui, on a Tether et Circle, USDC, USDT. Mais je ne pense pas que c'est la vraie alternative. Un jour, on aura des vrais stablecoins totalement décentralisés ou complètement collatéralisés, mais vraiment décentralisés. Et là, peut-être, ça sera la vraie alternative. Pour l'instant, à ce jour, on n'a pas trop ça. Donc, on va voir. On a malheureusement des stablecoins qui sont fortement backés par des obligations US, voilà. Des actifs US. Et ça, c'est pas bon. Parce que vu qu'en plus, comment l'État américain est en train de sombrer là, ça peut mettre en péril l'USDT et l'USDC. Donc, on verra en tout cas par rapport à ça là. Ici, on a une annonce assez surprenante. Et c'est là où vous voyez toute la fourbe et la corruption des États-Unis là. On a un membre du Congrès américain, cette personne en l'occurrence là, dit que nous imprimons peut-être de l'argent à partir de rien. Donc en fait, il reconnaît qu'ils impriment de l'argent à partir de rien. Il reconnaît en fait qu'ils sont sur un Ponzi. Mais il dit, mais nous sommes le gouvernement américain. Donc comme en fait, eux, c'est les États-Unis d'Amérique, en fait, ils ont le droit de faire ça. Voilà, ils impriment à partir de rien, à partir du vide, sans aucune valeur, tout ça. Ils impriment comme ça à gogo. Et voilà, mais ils sont au courant de ça. Mais comme c'est les États-Unis, bon bah, c'est comme si c'est le tout-puissant, les tout-puissants américains, bah ils ont le droit en fait. Donc lui, il juge que c'est normal. Le monsieur Sherman, là, ici, là, voilà, il juge que c'est tout à fait normal, tout ça. Donc ça imprime à gogo, les billets verts, tout ça. Incroyable. Même Pépé est blasé par tout ça, là. Donc c'est assez incroyable ce genre de déclaration. Je peux vous dire là, je vous en ai sélectionné que une ou deux là, mais ça a fait le tour des actualités hein, rapidement là. Crypto Bros a fait plus d'un milliard de dollars à partir de rien, a déclaré Brad Sherman.
lors d'une audience à la Chambre des États-Unis aujourd'hui. Ils accuseront le gouvernement américain de gagner de l'argent à partir de rien. Peut-être que nous le faisons, mais nous sommes le gouvernement américain. Donc voilà, il reconnaît qu'ils font ça, mais comme c'est le gouvernement américain, bah ça passe. Si c'est les autres États, il y aura un problème. Mais là, comme c'est les États-Unis, bon bah ça va. En fait, il dit nous sommes les Américains, donc nous c'est normal, vous voyez. Donc je crois que voilà, ils sont d'une arrogance là, ça leur est trop monté à la tête. Ils pensent qu'ils ont tous les pouvoirs, tout ça là. Assez incroyable quand même. Mais voilà l'alternative, les BRICS. Chine, Russie, Brésil, Inde, Afrique du Sud. Voilà l'alternative. Hein. Et c'est eux qui vont signer l'arrêt de mort des États-Unis, surtout la Chine. Hein. Surtout la Chine. Mais en fait, la Chine a besoin de cette alliance parce que la Chine croît très vite et le yuan est en train de très vite s'imposer. Mais le problème, c'est que les États-Unis continuent à croître en croissance aussi rapidement que la Chine. Et donc, pour stopper, en fait, c'est comme si vous voulez, la Chine et les États-Unis sont en train de vraiment prendre le large par rapport aux autres États-nations. Les deux grosses puissances mondiales. Ensuite, vous avez le Japon, l'Allemagne, voilà, la Belgique et tout ça. La France qui dégringole, mais qui est à la 7e place, tout ça. Mais la Chine et les États-Unis prennent le large. Mais la Chine monte très vite. Mais le problème, c'est que les autres États, eux, plongent, sauf les États-Unis. Les États-Unis, malgré qu'ils sont en difficulté, là, ils sont proches d'un défaut de paiement, voilà, ils ont beaucoup de soucis, tout ça, le monde se dédollarise, mais malgré ça, bah, ils ont une forte croissance. Malgré tous ces problèmes-là d'inflation, les trucs comme ça, leur PIB croît aussi rapidement que la Chine. Et donc la Chine est très intelligente, c'est qu'elle a besoin, on va dire, des autres États. Elle a besoin que les autres États se coupent du dollar. Elle a besoin en fait de coopérer avec les autres États pour affaiblir les États-Unis et pour que les États-Unis soient assez faibles pour passer juste en dessous d'eux. Pour que la Chine les dépasse et s'impose comme les leaders. Vous voyez ? Et donc voilà. Et là, c'est bien parti. Vous voyez Xi Jinping aux côtés. Il a réussi à réunir ses alliés là. Et surtout, avec ça, c'était surtout le Brésil et la Chine qui avaient mis en place cette idée là, les BRICS. Et c'était avec Lula. Mais Lula, depuis, avait perdu le pouvoir et était parti. Mais là, Lula est revenu au pouvoir. Lula, le président brésilien. Et là, cette mission-là, ou ce projet des BRICS, est en train de vraiment renaître. Et là, c'est bien parti. Vous voyez ? Et Xi Jinping, lui, va sauter sur l'occasion. Surtout que là, il est en train de faire passer tous ces États-là, même l'Argentine, le Brésil, il est en train de transformer tous les États de façon à ce que tous les États payent en yuan. Donc là, le yuan est en train de devenir, comme le dollar, la devise mondiale. Vous voyez ? Donc là, c'est bien parti pour lui. Et les pays des BRICS explorent la création d'une monnaie pour contrer le dollar américain, confirme le ministre des Affaires étrangères d'Afrique du Sud. Donc vous voyez qu'il va y avoir une monnaie spéciale, unique, pour se passer du dollar américain. Donc ça, voilà ce qui va affaiblir complètement les États-Unis là. Regardez aussi les exportations de la Chine vers les États-Unis continuent de chuter. Elles sont en baisse de 6,5% en avril. Et ce chiffre n'est pas plus mauvais, car les exportations d'avril étaient plus faibles en raison de la fermeture d'usines à l'époque. Bon. En tout cas, vous voyez que le business avec les États-Unis est en train de baisser aussi. Hein. Vous voyez ? Donc, voilà. La Chine est en train de moins livrer de choses vers les États-Unis. Et les États-Unis, attention à eux, ils sont vraiment en danger. Hein. Il ferait mieux de réélire Donald Trump, parce que Donald Trump, il a une façon de négocier assez intéressante où il menace et tout ça, et il peut calmer en fait tout ça. Maintenant, c'est les États-Unis qui vont voir. S'ils veulent laisser Joe Biden qui est sénile et qui perd le contrôle de tout ça, c'est à eux de voir. Donc voilà, le président d'ailleurs, regardez, pardon, j'arrête pas de tousser, j'ai un peu, la gorge un peu sec, désolé. Hein. Le président Biden et sa famille ont reçu plus de 10 millions de dollars de ressortissants étrangers, selon le US House Oversight Committees. Donc vous voyez que la corruption chez les démocrates et chez Biden. Après là, je ne sais pas si on parle de corruption, mais en tout cas, des financements,
ça en est à gogo. Hein. Et le parti de Biden a été largement financé pour battre Donald Trump à la dernière élection. Et d'ailleurs, c'était tellement flagrant qu'ils n'ont pas hésité à tricher devant les yeux du monde entier. Hein. Ils ont fermé les rideaux, ils ont sorti les cartons, ils ont trafiqué les logiciels de vote, là, les logiciels Dominion canadiens. Tout le monde le sait. Hein. Ça sortait, ça ressortait. On voyait que, enfin, ça se voyait. Voilà, c'était pas difficile de voir, voilà, leur fraude et tout ça. En tout cas, Biden, qu'il fasse attention à lui. Hein. Et Biden, aussi sénile qu'il soit, il compte se représenter. Donc il est un peu perdu et tout ça, mais voilà, il compte se représenter. Donc bon, ça l'amènerait à, je sais plus, à 80 et quelques, 85 peut-être, je sais plus. Mais en tout cas, il est très sénile. Hein. Il devrait aller se reposer. Mais bon, c'est lui que ça regarde. Après, on verra. On va dire, les Américains sont capables de revoter pour lui. Hein. Avec la presse média, enfin, la presse voilà, télévisuelle, radio, écrite, comme en France, très corrompue. Ils sont capables de laver le cerveau d'une majorité d'Américains, là, d'une moitié au moins, et de le refaire élire. Ça, je pense. Bon, vous voyez que j'ai des avis très tranchés par rapport à tout ça. Mais voilà, moi je creuse et pour moi je suis sûr en tout cas de voilà. Après ça c'est mon avis. Hein. Vous pouvez me donner les vôtres. Vous voyez que c'est une chaîne de crypto hein, ici principalement. Et je viens de réécrire le titre de la chaîne, tout ça. J'ai apposé le nom crypto dessus. Mais j'adore parler de géopolitique. Pour moi tout est lié. Hein. C'est tout ce qui se passe dans le monde qui affecte la finance, tout ça. Je parle beaucoup de géopolitique, voilà, de finances, macroéconomie, de la bourse et tout ça. Voilà, c'est pas que des cryptos. Hein. Je fais un tour total sur l'actualité. Et j'espère que vous appréciez ce genre de contenu en tout cas. Parce que moi, ça me passionne. Hein. J'aime bien parler de tout ça. de l'actualité autour. Voilà, politiquement correct ou non. Voilà, tous les fakes ou les... Voilà, l'actualité en général, j'aime bien. Qui concerne aussi la finance, hein, principalement. Ici, on a Tucker Carlson qui dit qu'il n'y a plus beaucoup de plateformes qui permettent la liberté d'expression. Et justement, la dernière grande qui reste dans le monde, c'est Twitter. Et voilà, principalement, c'est sur Twitter hein, où je trouve toutes mes sources, pour moi, fiables. Et pour moi, oui, Twitter, et là, je suis d'accord avec lui. Twitter, c'est la seule plateforme où, depuis qu'Elon Musk a récupéré Twitter, là, à droite, là, Elon Musk, depuis, il fait du bon boulot. Hein. Et il a viré toute la censure, il a viré tout le monde. Voilà. Et là, Twitter, c'est pour moi une des dernières plateformes où il n'y a pas de censure, tout ça, là. Tout le reste, même YouTube, là où je suis, où je fais des vidéos, on peut pas dire n'importe quoi. Sinon, on peut se faire censurer. Hein. Moi-même, là, les propos que je tiens depuis tout à l'heure, des propos qu'on dirait, comment dire, propagandistes, ou voilà, des propos assez radicaux contre les démocrates, ou voilà, ou de corruption, des choses comme ça. Bah, si j'avais une énorme chaîne, une grosse chaîne, j'aurais pu être censuré, hein, ou ils auraient pu me supprimer la vidéo ou supprimer ou bloquer ma chaîne. Hein. Là, j'ai une toute petite chaîne. Ça, voilà, ça va. Je peux dire ce que je veux, mais si un jour il y a une grosse audience ou des trucs comme ça, ce genre de propos ne va pas du tout être apprécié par la caste bien pensante. Hein. Donc, je préfère vous prévenir. Voilà. Donc, en tout cas, vive Twitter. Hein, vive Twitter. J'ai vu qu'Elon Musk commence à mettre des choses en place là. Des abonnements ou des choses comme ça. Mais en tout cas, Twitter, je pense que... Voilà, oui, je crois qu'on peut faire des chats vocaux ou des chats vidéo maintenant sur Twitter. Il a mis ça en place. Comme ça, on peut pas communiquer pardon, avec les gens du monde entier sans forcément communiquer notre numéro, des choses comme ça. Donc attention, Twitter peut être le nouveau chat mondial pour chatter, pour parler en vidéo avec le monde entier. Donc ça... Attention, c'est très intéressant. Et donc voilà un Tucker Carlson qui disait qu'il n'y avait que Twitter qui était la dernière plateforme, on va dire, anti-censure. Là, apparemment, il a lancé une nouvelle chaîne. Hein. Il quitte des médias en disant qu'ils sont corrompus et il a lancé son show hein, sur une plateforme de médias non censurée. Twitter, votre avis. Donc voilà, Tucker Carlson qui dit qu'il est de retour et qu'en fait maintenant... Bah, depuis que Elon Musk a mis en place, et ça peut très bien marcher, hein,
a mis en place maintenant les vidéos et le chat et les vidéos, voilà, où on peut faire des vidéos et des chats, je pense que Twitter, là, peut devenir une plateforme de médias maintenant à part entière. Et moi-même, voilà, il faut sauter sur les opportunités. Il se pourrait, peut-être, hein, que je présente, peut-être, hein, que je me passe de YouTube, on sait pas, hein. Mais là, comme ça, je dirais que non. Parce que YouTube, c'est beaucoup plus, voilà, c'est beaucoup plus visible et c'est beaucoup mieux, enfin, voilà, c'est plus adapté. Mais il se pourrait que j'utilise Twitter pour les vidéos, voilà. On va voir. En tout cas, c'est intéressant. Lui, en tout cas, maintenant, il va faire ses vidéos sur Twitter. Tucker Carlson. Donc, voilà, par rapport à ce qui concerne un peu les États-Unis. Les marchés européens aussi sont en baisse aujourd'hui. Alors que les investisseurs, eux, assimilent les données. Donc, bon, pour les marchés américains, le Nasdaq, tout à l'heure, c'était un peu en légère hausse. Pour les marchés européens, bon, il y a une grosse crainte parce qu'en Europe, on est un peu en retard et l'Europe ne va pas aller dans la même voie que les États-Unis. Eux, ils doivent continuer à augmenter les taux. Et par contre, en Europe, on a une grosse crainte que la contagion des banques, des faillites bancaires américaines vienne s'abattre sur l'Europe. Et en Europe, on est très frileux là. On a peur de faillites comme la Deutsche Bank ou la HSBC ou des choses comme ça là. Donc, à observer. Hein. Mais l'Europe est très très fragile en ce moment-là. On a Villeroy de Gallo, là, je crois le CEO, le PDG de la Banque de France. Les prochaines hausses de taux de la BCE seront marginales, dit Villeroy de Gallo. Donc, nous avons déjà été d'un... Ce qui reste à parcourir est plus marginal. Tac, tac, tac. Et c'est l'effet des futures hausses des... Donc je sais pas trop ce que ça veut dire marginal. À une semaine, la BCE, une hausse. Bon, en tout cas, il a dit marginal. Je devrais peut-être voir. Bon, je verrai marginal, mais bon. Photo. Bon, on verra. Mais en tout cas, je sais qu'en Europe, ils doivent être plus agressifs qu'aux États-Unis. En tout cas, l'Europe, c'est pas beaucoup mieux que les États-Unis. De toute manière. Comme je vous l'explique depuis un certain temps, alors je suis à combien de minutes là? Ah, déjà 27 minutes, hein, je vais bientôt clôturer. En Europe, c'est pas mieux que les États-Unis. Et de toute façon, ça participe dans le contexte. Hein. L'Occident, l'Europe, États-Unis, Canada, tout ça, l'Occident va s'effondrer économiquement. Et on est au bord là déjà d'une hécatombe, d'une crise. En fait, là, les investisseurs sont très frileux parce que les investisseurs ont peur de se prendre une nouvelle Lehman Brothers, une nouvelle crise de 2008. Voilà, ici. Donc c'est pour ça que les investisseurs n'osent pas trop investir et que les actions en bourse et les cryptos baissent. La peur est là, vous voyez, la peur est présente et les investisseurs restent très prudents. Et là, en Europe, voilà, le nombre de défaillances d'entreprises françaises s'envole de 47,1% en un an. Donc c'est une catastrophe. Hein. Au niveau de là, c'est les entreprises françaises. De toute façon, la France, ça s'effondre. Voilà, c'est une catastrophe. On perd tout, le statut énergétique, des entreprises qui, voilà, les millionnaires qui fuient. Enfin, la France, c'est une catastrophe. C'est très très mal géré. Mais voilà, vous voyez, c'est plus 48% de défaillance d'entreprise. C'est la moitié en fait, vous voyez. Donc c'est une catastrophe. Hein. Donc on va clôturer ça. En Europe, ça se passe très mal. Hein. Et le futur pour l'Europe s'annonce très moche. On a eu un discours là de Scholz qui veut incorporer bien plus encore de pays là dans l'Union européenne. Voilà, c'est des dirigeants corrompus là comme ça là. Ils vont faire sombrer les États-nations là, les pays européens là. Mais bon, peut-être qu'après ça se relèvera mieux un jour. Un jour, ça va imploser et là, ça ira mieux. Donc on verra. Là, peut-être qu'on aura une deuxième version du quoi qu'il en coûte bientôt là. Donc quoi qu'il en coûte, c'était en 2015. Mario Draghi, pour sauver l'euro, il a commencé à imprimer sans limite. Et là, on est arrivé à un point où il va devoir peut-être recommencer. Sinon, l'euro risque de s'effondrer là. Donc on va voir. Un quoi qu'il en coûte version 2 peut-être va revenir. Ici, c'est le prix du Bitcoin. Vous voyez qu'il y a une forte chute là. Vous le voyez ici là, une forte chute.
Et ça, on va venir, hein. C'est l'actualité aussi de la journée. Donc une vente massive du Bitcoin, c'est le titre de la miniature, le titre de la vidéo. Et on va voir ça. On va voir que le gouvernement américain tente de faire dumper le Bitcoin de tout ce qu'il peut. Mais vous voyez que là, c'est déjà remonté, là, ici, là. Quand on zoome, là, ça a fortement chuté, mais là, ça s'est déjà repris. Et depuis, ça fait un bon bout de temps que le gouvernement américain fait tout pour faire chuter le Bitcoin, mais à chaque fois, le Bitcoin résiste très bien. Là, il est fort, il est au-dessus encore des 27. Il se maintient juste en dessous de 30 000. On sent quand même au fond que le Bitcoin est solide, vous voyez. Mais quand même, voilà. Sinon, les marchés restent, voilà, mitigés. Là, aujourd'hui, c'est un peu de vert. Parce que le Bitcoin était monté ces dernières heures. Mais voilà. Les crypto stars comme PP qui sont bien retombés depuis, hein. Vous voyez que c'était monté tout en haut et là, on est revenu à des niveaux corrects. Donc, ça a bien chuté. Et ça pourrait re-exploser, hein, dans un second temps. Puisque cette fois, là, PP est bien listé sur quasiment tous les exchanges. Ça devrait arriver bientôt sur Coinbase et tout. Mais voilà. En dehors de ça, bon, le reste des cryptos, à un moment, Arbitrum explosé, était dans la hype. Là, c'est retombé. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. On est sur un narratif de Memecoin. Et aussi, on est sur un narratif là des ordinals, là. Enfin, les ordinals qui sont au retour. Parce qu'on a une nouvelle norme. On a en fait maintenant la norme BRC20. Donc une nouvelle norme de crypto. Et en fait, là, il y a une forte hype. Et vous voyez que la hype BRC20 est plus forte. Et je pense que voilà, les gens veulent une alternative Bitcoin. Vous voyez. Ou à travers le réseau du Bitcoin. Donc dans le fond, pour moi, c'est un aveu de faiblesse un peu pour Ethereum. Pour aller chercher le BRC20, c'est que le ERC20 peut-être ne fait pas l'affaire au final ou des choses comme ça. Après, je dis ça, je dirais, on va observer. Voilà. On a même Litecoin là qui vient de sortir le LTC20. Voilà. Donc, toutes les cryptos s'amusent à lancer des normes. On verra par rapport à ça là. Vous voyez. Donc, on va s'approcher de ça. Vous voyez, regardez. Donc, voilà l'actualité, hein, du jour. Le gouvernement américain vient de vendre 9,8 K, 9,8 1000 K, 9,8 000 de Bitcoin. 8K, donc 1000 de Bitcoin, d'une valeur de 277 millions de dollars, provoquant une chute des prix. Il possède toujours plus de 200 000 BTC. S'il décidait de vendre cela, les prix seraient de retour sous les 10 000, hein, en vue d'un 10 000 dollars, hein, en un clin d'œil. Donc si le gouvernement américain vendait là ces 200 000 bitcoins, on pourrait aller rapidement à 10K apparemment. Donc ça, attention. Après, je pense pas. J'espère que le gouvernement américain n'est pas aussi bête. Mais attention, ils sont sans scrupules, hein. Ils sont sans scrupules. Donc là, quand j'entends ce genre de nouvelles, il y a des possibilités qu'on revienne très bas. Parce que le gouvernement américain, eux, ils sont là pour leurs affaires. Et si ça les arrange de faire mal au marché, voilà. Après, je ne crois pas qu'ils soient bêtes au point de vendre tous leurs BTC. Ils savent que le Bitcoin, c'est quand même l'avenir. Ils ne sont pas bêtes. Donc, à voir. Donc, vous voyez, ici, on a sur Glassnode les données là, de la vente. Et c'est ici qu'on peut voir que les ventes, les Silk Road, à travers Silk Road, là, ils ont vendu voilà, les BTC. Donc, voilà. Ça, je vais vous le partager. Ouais, c'est déjà partagé. Donc, ça, c'était il y a 3 semaines. Hein. Moins de 3 semaines. Donc, vente massive. De la part du gouvernement américain. Bon, bah écoutez, ils avaient leur raison. Moi, je sais qu'ils font tout pour faire chuter. Donc, vous voyez, hein, l'effet immédiat, c'est que le Bitcoin a plongé complètement. Et comme je vous l'ai montré là, c'est revenu, hein. Donc voilà, c'est là, il y a l'annonce, vend 9800 Silk Road, voilà, d'une valeur de 277 millions. Hein. 277 millions de dollars, c'est quand même pas mal. C'est une grosse somme, hein, quand même. Et donc voilà, ici vous avez l'image, hein, de vente. Ici, je vous l'avais montré. Et donc voilà le prix. Mais le prix, regardez, ça a chuté. Mais vous voyez la grosse vente là, ça a bien chuté. Mais d'un coup, regardez. Là, c'est déjà remonté. Bon, là, ça a rechuté un peu. Et là, on dirait que ça remonte. Donc, voilà, beaucoup de volatilité. Bon. Mais au final, ça résiste plutôt bien, je trouve. Maintenant, on va regarder un peu où en est le prix du Bitcoin. Ici, on peut voir, hein, ça range.
On n'est pas loin peut-être d'ici le 15 juin, par là, 15-20 juin, ou même pas, hein, d'ici mai plutôt. D'ici ouais, fin mai là, vers le 20-25 mai, on pourrait avoir une grosse cassure à la hausse ou à la baisse. Moi je pense, quand c'est configuré comme ça, bon c'est plus à la hausse d'habitude, mais bon, on peut casser encore. Tout dépend de ce qui va se passer. Les annonces de la Fed, voilà, par rapport à l'inflation, les taux. Voilà, impossible de savoir la direction là. À l'instant T, il y a beaucoup de fébrilité sur les marchés. On attend une capitulation finale. Mais en même temps, on attend à ce que le Bitcoin aille aussi aux 40K. Donc c'est ce qui est prévu normalement. Mais voilà, tout dépendra de la macroéconomie là. Donc à voir par rapport à tout ça. Vous voyez que si on prend quand même de manière reculée, le Bitcoin est en phase montante, hein. Donc voilà, on a l'impression que le Bitcoin est en difficulté et n'arrive pas à y aller chercher 30 000. Bon, voilà, mais de manière générale, on s'est bien retourné là. Et là, on est quand même, on a réintégré là, vous voyez, entre les deux traits jaunes là. Et on est toujours sur une pente ascendante, hein. Donc c'est des courbes qui vont vers la hausse, hein. Ouais, de manière diagonale, mais à la hausse là. Vous voyez. Donc on est toujours bullish, hein. Enfin, toujours en hausse, hein, si on regarde de manière générale. Ici, regardez, hein. Ici, qu'est-ce qu'il raconte? Lorsque nous comparons Bitcoin à l'indice des prix à la consommation, l'IPC américain sur un an, il est très clair que des baisses évidentes de l'IPC entraînent une augmentation du BTC. Donc, vous voyez, hein, regardez ça. Quand l'inflation baisse, le Bitcoin lui monte. C'est corrélé. Et ça, bon, ça, c'est chiant parce que normalement, le Bitcoin devait être l'anti-système. Donc, ne doit pas être corrélé à ce qui se passe dans la macroéconomie, surtout la politique monétaire, on va dire, américaine. Mais on voit que c'est très lié quand même, hein. Et c'est vrai que c'est un peu face au dollar américain. En fait, depuis les accords de Bretton Woods, ils ont mis toutes les devises et en fait, tout est coté face au dollar. Toutes les autres devises sont uniquement cotées pour la plupart face au dollar. Vous voyez, c'est le dollar qui est le centre. Et en fait, le Bitcoin agit par rapport aussi au dollar. Et là, le fait que l'inflation descende, ça fait mal au dollar américain. Et en fait, voilà, hein, le dollar qui chute, c'est le Bitcoin qui monte. Mais voilà, c'est corrélé. Vous voyez, à chaque fois, hein, vous avez vu les baisses là. La courbe bleue, c'est la courbe, on va dire, la courbe de l'inflation. Et vous voyez que là, elle descend fortement. Donc, il y a des chances que le Bitcoin, lui, monte fortement. Vous voyez, après, voilà. C'est des petits charts comme ça. On va pas trop s'attarder dessus. Ici, on a quelque chose d'autre. Voilà. Bitcoin on va dire en 2W, c'est énorme. Pour la 6e fois dans l'histoire du Bitcoin, pour la 6e fois dans l'histoire, pardon, Bitcoin vient d'avoir une Golden Cross, également appelée Bullish Tenkan Kijun. Celle-là, je la connaissais, un cross. Dans le système Ishimoku. Chaque fois que cela s'est produit, il est suivi d'une nouvelle tendance haussière pour BTC. La dernière croix d'or a eu lieu il y a 3 ans. Donc, vous voyez, c'est tous les 3 ans à peu près, on va dire. Regardez ici, là. Ici, là, on est dans cette fameuse... C'est la courbe, le croisement de la courbe bleue, rouge. Ça s'appelle une Golden Cross. Vous voyez? Et là, on vient de la voir. Regardez à chaque fois qu'on l'a eu. Je vous mets dans le passé. Là, on remonte à un 2013. Hein. Vous voyez? Enfin, à 2012. On l'a eu, explosion. Ensuite, ici aussi, on l'a eu, explosion. On a chuté ensuite. Regardez ici. On l'a eu, explosion. Vous voyez? Ensuite, ici, on a explosé. On est rapidement, enfin, on a rangé. Ici aussi, on l'a eu, explosion. Et là, regardez. Ici, on l'a. Normalement, ce qui nous attend, c'est une explosion. Vous voyez? On verra si c'est une explosion ou ça va ranger ou pas. Mais en tout cas, c'est très, très, très bullish. Donc, les court-termistes, voilà. Soyez patients. Ça peut... Là, normalement, sur le moyen long terme, ça s'annoncera Dieu, là. Quand on voit ces charts-là. Ici, voilà. Hein, le pattern est clair. Vous voyez? Donc, à chaque fois, c'est la même chose. Et quand, ici, on passe ça, en général, ça explose. Et quand on est à l'extrémité à droite du trait vert, là, qui est dessiné. Ensuite, dès qu'on passe, on explose. Et là, regardez.
Là, on n'a même pas encore, on est loin hein, d'avoir atteint ça, mais dès qu'on va atteindre ça, là, ils annoncent ça plutôt en au halving du Bitcoin, là, en avril 2024. Quand on va passer ça, normalement, on devrait exploser à la hausse. Donc, on va voir. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est que sur le temps, on dirait que ça va monter. Hein. Donc, moi, comme d'habitude, vous le voyez hein, par les charts, on est quand même dans des configurations, même si l'ambiance, elle est morose, il se passe plus grand chose dans les cryptos, tout ça, on est quand même aussi, hein, de manière générale. Là. Regardez, hein, encore des similitudes. Donc, à gauche, c'était... Là, à gauche, on est en 2023, là. Avec le trait vert. Mais regardez, ici, là, on était en 2015. Qu'est-ce qui s'était passé en 2015? Regardez, on était dans la même phase, là. Dans une phase de consolidation, là. Vous voyez, là? Qu'est-ce qui s'est passé? On a fini par casser ça un peu plus tard. Et ensuite, c'était l'explosion. Première explosion, correction, explosion ensuite. Là, on a reproduit ça si on faisait la même chose en 2023, là. Donc là, ici, vers vers, on va dire août, octobre, septembre, octobre, on pourrait casser ça et rapidement monter aux 40K. Donc vous voyez que là, ça serait plutôt dans plusieurs mois, après l'été même. Donc voilà, on regarde ce scénario aussi. Hein. C'est long, c'est chiant, mais ça va peut-être faire ce scénario-là. Et ensuite, bah voilà, hein, septembre, ça explose. Ensuite, on corrige rapidement à 35. Et là, on pourrait exploser et aller rapidement, si on fait comme en 2015, jusqu'aux 200 000. Aux 200 000. Vous voyez, avant de corriger. Donc, et là, les 200 000, on serait à peu près en fin 2025. Hein. Fin 2025 par là. Octobre, novembre 2025. Donc, pour ceux qui veulent du long terme, visez l'horizon fin 2025. Vous voyez? Voilà. Et là, c'est les fameuses Rainbow Charts. Donc ça, c'est très célèbre. Hein. Et vous voyez que là, on est en train de rentrer dans le vert. Vous voyez? Donc là, on a confirmé la tendance, le retournement haussier. Et là, on est dans le vert. Donc ça, là, on commence être dans une phase d'optimisme. On va dire dans le vert, là. Et là, ça, voilà. Nous, on doit aller jusqu'au rouge, si possible. Où on est en surchauffe et où le marché est très excité. Mais normalement, en général, on s'arrête. Voilà, peut-être des fois orange. La dernière fois, on s'est arrêté orange. Et c'est ça qui a piégé les marchés. En fait, on regardait les charts, là, les Rainbow charts, et on se disait, bon, on n'est pas encore au rouge. Donc le bull run va continuer. Sauf qu'à chaque fois, on est venu sur les oranges, on a buté, on a replongé. Donc là, espérons qu'on aille au rouge. Et que là, on aille à la pointe, là, qu'on aille tout en haut. Vous voyez? Donc on verra par rapport à ça. Michael Saylor qui est à fond sur le réseau du Bitcoin. Et lui qui dit que les ordinals vont être un catalyseur hein, pour l'adoption du Bitcoin. Ça, c'est vrai. Hein. Le réseau du Bitcoin n'est pas fait pour les NFT. C'est plutôt normalement un réseau fait spécialement pour les transactions. Bitcoin, c'est surtout utilisé comme moyen de paiement. Mais Bitcoin reste une blockchain. Et sur une blockchain, on peut y apporter des smart contracts ou des NFT. Voilà. Et là, les ordinals, à partir des satoshi du Bitcoin, là, des petites lignes de code, on peut créer des satoshi, des satoshi, enfin des NFT, à partir d'un satoshi. Et là, bah, ça rend la possibilité de NFT sur le Bitcoin. Et là, bah, qui dit NFT dit commerce complet sur le réseau du Bitcoin. Maintenant, le réseau du Bitcoin est très très lent, très saturé. Donc, il faut voir si ça va le faire ou pas. Mais en tout cas, Michael Saylor, et je trouve qu'il a raison, avec toute cette activité autour du Bitcoin, ça peut à ramener l'adoption envers le BTC là. Donc on verra. On verra. Ce qui manque au BTC, c'est l'évolutivité, la vitesse, tout ça là. C'est un réseau très ancien, c'est le plus mature, c'est le premier réseau blockchain qui a existé. Donc voilà, faut voir. En tout cas, pour ces réseaux en proof of work, le minage qui utilise l'électricité ou l'énergie, et bah là on a une bonne nouvelle. Hein. L'énergie fusion là, c'est une énergie pure, voilà. Et qui pourrait débarquer bientôt. Hein. Et là, on a Microsoft qui signe le tout premier accord au monde pour acheter de l'énergie de fusion. Donc là, apparemment, ce serait vraiment une très belle énergie. Et en plus, qui ne nécessiterait pas beaucoup de ressources ou de choses comme ça. Et qui serait pure et qui serait très bien, à moindre coût en plus, à des coûts très bas, très faibles. Donc ça, c'est l'alternative. Hein.
l'alternative à demain. Demain, on sera tous sous énergie fusion. Vous voyez? Et ça, bah, on pourra peut-être utiliser cette énergie pour miner du Bitcoin. En plus, ça, c'est très efficient, très vert et tout ça, là. Donc ça, on va voir. En tout cas, c'est à partir de 2028. Donc on suivra ça, là. Donc voilà, par rapport à tout ça, je finis par un petit peu de mindset et je vous laisse là. Et je voulais... L'autoroute du millionnaire, c'est l'un des plus gros best-sellers par rapport à l'éducation financière. Vous avez Père riche, Père pauvre, qui vous apprend à acheter des actifs au lieu voilà, des choses qui vous rapportent comme l'immobilier, la bourse, les cryptos. Des choses qui prennent de la valeur comme les montres aussi de luxe. Voilà. Et il faut en accumuler ça, des actifs. Ces choses qui prennent de la valeur. À la place d'accumuler des passifs, des choses qui vous font perdre de l'argent. Achat d'une maison principale, c'est un passif. L'achat d'une voiture, c'est un passif. L'achat de la consommation, la surconsommation. Vous voyez, mettre son argent, les vêtements, les choses, c'est des choses qui vous font perdre de l'argent. Par contre, il y a des choses, c'est essentiel, c'est vital. De se nourrir, des choses comme ça. Voilà. Mais le reste, voilà, se loger aussi, on est obligé. Mais bon, en tout cas, tout ça, c'est des passifs. Et il faut en accumuler le moins possible. Il faut mettre son argent le plus possible dans des actifs. Ça, c'est le livre Père riche, Père pauvre. Mais là, il y a un autre livre. Et ça, je voulais mettre l'accent sur ça. Parce que je vois trop de monde qui pense que on peut vraiment... tout le monde cherche voilà, à trader, voilà, à être à l'affût tous les jours sur les charts, sur le prix du Bitcoin. Mais c'est pas la bonne solution d'être trop sur le Bitcoin. On est là, on met des 1000 $, des 3000 $ et on se diversifie sur 20 ou une quinzaine ou une vingtaine de cryptos, voire même des fois des gars au-delà. Et en fait, on aspire à être millionnaire comme ça. Et là, en fait, j'ai envie j'ai pas envie d'être méchant, mais c'est pas de cette manière qu'on va atteindre la richesse réellement. Ici, l'autoroute du millionnaire, c'est l'autre best-seller de l'éducation financière. Nous dit qu'il y a 3 voies. En fait, il nous parle de 3 voies. Il y a le trottoir, c'est la voie lente pour devenir millionnaire. La voie, en fait, c'est le salariat. Voilà. Se contenter d'une seule source de revenus. Ça, c'est par le trottoir. Donc ça, en fait, ce livre, il nous dit qu'on peut être riche par toutes ces manières-là. On a plusieurs chemins qui nous mènent à la richesse. Et même par le salariat, on peut devenir riche. Sauf que c'est la voie très très lente. Vous voyez? Et nous, voilà. Ça, c'est sur le livre de l'autoroute du millionnaire, ils appellent ça, c'est le trottoir. C'est comme si on est sur le trottoir. Comme on marche à pied. Ensuite, on a la voie lente. Comme si on est en bicyclette, en vélo. Et ça, c'est ce qui nous concerne la plupart d'entre nous. Donc, attendez, je ne sais plus, j'étais où? Voilà. La voie lente. Je vais vous trouver ça. Donc, je vais vous retrouver ça. Attendez. Tac, tac, tac. Je sais plus où ils ont marqué ça. Mais bon, bref, je le trouve plus là. Mais bref, c'est pas grave. En tout cas, voilà, ce livre-là, vous avez la voie lente. Et là, la voie lente, c'est l'investissement. Vous voyez? Faire fructifier son argent. Ça aussi, on peut devenir millionnaire. Mais c'est la voie lente. Ça va nous prendre 15, 20 ans, 25 ans. Vous voyez? Mais il y a une troisième voie. C'est la voie de l'autoroute, là. Et c'est la voie rapide. Et la voie rapide, c'est l'entrepreneuriat. Et ceux qui sont riches, c'est des gens qui ont entrepris. Il ne suffit pas de avoir son salaire et d'investir. Ça va être la voie lente. Donc, tous ceux qui veulent devenir millionnaires par l'investissement, il y a très peu de chances que vous le fassiez rapidement. Donc, ça ne sert à rien de se battre avec les charts tous les jours, à chercher à s'en sortir, des choses comme ça va vous prendre trop de temps. Ça, c'est la voie lente. Retenez bien ça. Si vous voulez devenir riche rapidement, il va falloir être encore plus courageux que ça et chercher en fait à avoir plusieurs sources de revenus. Et ça, c'est en entreprenant, en prenant des risques, en investissant dans un domaine. Moi, j'ai choisi YouTube. Pour moi, c'est le meilleur plan par rapport à l'entrepreneuriat. Parce que le but, en fait, et je vais vous le lire là, le but, c'est... voilà, c'est d'avoir un impact sur les gens. C'est comme ça que
qu'il faut qu'en fait, on va avoir beaucoup d'argent. Plus on a un impact sur la vie des gens, plus on va générer de la richesse. Mais pour impacter les gens, il faut du trafic, il faut qu'on soit reconnu. Donc, à moins que vous soyez footballeur de haut niveau, et voilà, et que vous ayez une autre visibilité, ou acteur de cinéma ou chanteur très talentueux, voilà, où c'est reconnu mondialement, vous êtes reconnu mondialement, bah, là, vous ne générez pas assez de trafic, vous n'attirez pas assez l'attention. Et l'autre moyen d'attirer l'attention, vous savez, toujours télévisuel. Et YouTube, c'est un canal pour attirer l'attention. Et ensuite, plus vous avez l'attention, et plus ensuite vous vendez des livres, ou vous vendez des produits, vos produits et tout ça, et plus vous faites des chiffres d'affaires. C'est comme ça que ça marche. L'entrepreneuriat, c'est ça. Il faut attirer l'attention. Donc, soit vous le faites avec un business physique, et là, voilà, hein, vous pouvez attirer beaucoup de l'attention, hein, dehors, avec tous les gens qui vont passer dans votre boutique, soit par Internet. Et comme on est à l'ère numérique par Internet, moi, je recommande YouTube. Sur YouTube, vous avez plusieurs sources de revenus. Vous avez la monétisation par les pubs, tout ça. Vous pouvez avoir les partenariats rémunérés. Vous pouvez avoir l'affiliation, vous recommander des choses. Voilà, il y a plein de méthodes. Vous pouvez après, si vous avez des résultats puissants, vous pouvez devenir coacher des gens ou leur apprendre et faire du coaching, rémunérer à l'heure, tout ça. Et vendre des formations, si vous avez accès à assez d'expérience, pour expliquer comment vous avez réussi, tout ça. C'est comme ça hein, que des Yomi Denzel, des Ibrahima Kamara, Alexis Chen, tout ça sont devenus riches. Vous voyez, il faut attirer. En fait, l'argent suit l'attention. Et en fait, vous devez créer de l'attention. Et quand vous avez assez d'attention, assez de trafic, et ben là, vous vendez des choses. Vous vendez des choses qui apportent de la valeur, bien sûr. Et vous vendez, grâce à ce que vous allez vendre, vos clients, vos prospects, ou votre communauté vont avoir de la valeur, ou vont savoir des choses, où vous allez les aider. Et ensuite, vous allez être rémunéré par rapport à ça. Vous voyez? Et donc, c'est comme ça. Et plus vous aidez les gens, et plus vous allez être riche. Vous voyez? Il faut apporter le plus de valeur possible au monde. Et je vous recommande justement, je vais finir par ça. Là, on a, en ce moment, c'est la grande mode, les podcasts. Et là, ici, vous avez par exemple les deux frères. Deux frères, en fait, c'est le titre de leur podcast. Mais en fait, c'est la chaîne 100 livres en un jour, là. 100 livres en un jour. Il a, lui là, je sais plus comment il s'appelle, Farid ou un truc comme ça. En fait, là, il vient de lancer un concept de podcast. En fait, je vais vous mettre la vidéo, par exemple. Alors, donc vous voyez là. Ici, là, vous voyez qu'ils sont deux, là. Et c'est un thème de podcast. Comme Yomi Denzel avec... comment il s'appelle? Omar. Ah, je sais plus. Oussama. Attends. Oussama Amar. Je pense que c'est ça. Oussama Amar. Ils font des podcasts, vous voyez. Et là, les podcasts, c'est bien. On peut... En fait, ils vous apportent de la valeur. Et j'aime bien le podcast de ces deux-là. Ils sont très crus et ils vont directement à l'essentiel. Là, 100 livres en un jour, c'est une chaîne où ils vous résument les livres qu'ils ont lus, tout ça. Et ils ont beaucoup de valeur à vous apprendre et des choses comme ça. Donc, apprenez de ces gars-là qui ont lu beaucoup de livres, qui sont très éduqués financièrement. Et écoutez-les et voilà, prenez la voie. Il faut entreprendre. Lancez une chaîne YouTube, lancez un compte Instagram pro sur la cuisine, sur, je sais pas moi, les voyages, n'importe. Sur la finance comme moi, voilà, entreprenez. Ou sinon, si vous n'êtes pas à l'aise avec YouTube, lancez une boutique physique sur les lunettes, sur, je sais pas moi, n'importe sur l'alimentation, un restaurant. Entreprenez, c'est la voie rapide. Hein. Ne cherchez pas à être là, à prendre des risques. Ça va marcher. Il y en a, ça va marcher pour certains. D'investir sur PP ou des choses comme ça, c'est très bien. Si vous arrivez à choper la croissance, des choses comme ça. Mais la voie de l'investissement, c'est la voie lente. Donc ceux qui investissent, même les traders hein, qui cherchent à spéculer, sachez que l'investissement, c'est la voie lente pour devenir riche. Si vous voulez devenir riche réellement, le million et tout ça, entreprenez. Ne vous contentez pas de votre salaire et après vous achetez des cryptos et c'est là que vous devenez riche. Par ce chemin-là, ça va prendre des années, 15 ans, 20 ans, voire plus. Vous voyez. Donc voilà mon message final. On est presque à 1 heure déjà de live.
Donc, je vais m'arrêter là. Bah, merci à tous. Hein. Encore une fois, c'était très long avec la voix cassée. Désolé, hein, mais ça va revenir. Mais voilà. On s'arrête là sur voilà, sur les deux frères. Donc, Spartiate, merci à tous. Hein. On se retrouve hein, dans... Je vais reprendre les vidéos là. Force à nous. Hein. Restez connectés. Restez à l'affût. Hein. Il peut y avoir beaucoup d'opportunités. Donc, voilà. Faites très attention. Restez prudents et observez bien. Mais il va y avoir des opportunités en tout cas. Les cryptos sont en hausse. Tout ça. Donc, restent sur une pente montante. Hein. Donc, restez à l'affût. Hein. Et restez positif en tout cas. Allez, à plus.